Chères étudiantes, chers étudiants, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui pour honorer une ancienne étudiante de notre université, une figure emblématique de la littérature française et mondiale, Annie Ernaux, à qui nous allons remettre le premier doctorat d'honneur de l'Université de Rouen-Normandie en reconnaissance de son œuvre exceptionnelle. Annie Ernaux est en effet une personnalité profondément engagée dans la société, tant par son écriture que ses prises de position publiques. Dans ses écrits, elle aborde avec une voix singulière des sujets sociaux et politiques tels que les inégalités de genre, la mémoire collective et les bouleversements sociétaux. Son œuvre, marquée par ce qu'elle appelle elle-même l'auto-socio-biographie, a une dimension universelle, défendant une approche féministe, les expériences des femmes. Elle interroge les constructions identitaires et les rapports de pouvoir, dénonçant ainsi toutes les dominations sociales et culturelles. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir très chaleureusement Madame Annie Ernaux. Chère Madame Ernaux, lors de la remise du prix Nobel, vous débutiez votre discours par ces mots. Par où commencer? Puis, est-ce bien à moi que ça arrive? Bien que depuis plusieurs années maintenant, je sois rompu à l'exercice d'introduire des réunions, des manifestations scientifiques, des remises de diplômes, je me suis posé les mêmes questions. Par où commencer mon discours pour être à la hauteur d'une lauréate d'un prix Nobel et de multiples distinctions littéraires? Est-ce bien à moi que cela arrive de remettre un doctorat d'honneur à la seule lauréate française du prix Nobel de littérature? Comme vous, je suis né à Lillebonne. Comme vous, je suis d'origine cauchoise, né de parents ouvriers, tous deux également cauchois. Et comme vous, j'ai débuté mes études supérieures dans une faculté de l'Université de Rouen. Vous comprendrez que vos livres, votre littérature me parlent. Comme vous, je suis un transfuge de classe. Toutefois, au-delà de ces coïncidences, vous avez trouvé la phrase qui vous a permis de construire votre discours et que vous avez écrite il y a 62 ans. J'écrirai pour venger ma race. Phrase que vous avez écrite
lorsque vous étiez étudiante en lettres dans une faculté de province. Cette ville de province, c'était Rouen, et cette faculté, celle de lettres de l'université de Rouen. Au nom de toute la communauté de l'université de Rouen que je représente en tant que président, je tiens donc à vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en étant parmi nous aujourd'hui. Lorsque nous avons acté par un vote du conseil d'administration en juillet dernier, et sur proposition du laboratoire CEREDI et de l'UFR Lettres et Sciences Humaines, que je remercie très sincèrement, la création d'un doctorat d'honneur de l'Université de Rouen-Normandie, il nous a semblé à la fois naturel et évident que cette première distinction vous soit attribuée. Pourquoi ? Vous êtes l'une de nos premières étudiantes, inscrite dès octobre 1960 à la faculté des lettres, située alors rue Beauvoisine. Vous y avez préparé et obtenu une licence de lettres, puis un mémoire d'études, nous dirions aujourd'hui un master, sur les femmes et l'amour dans le surréalisme, avant de poursuivre votre formation à Bordeaux et de passer les concours d'enseignement. C'est donc notre ville, Rouen, que vous évoquez dans plusieurs de vos livres, de même que Mont-Saint-Aignan, que vous parcouriez les rues froides et ensoleillées, comme vous le racontez dans l'un de vos ouvrages les plus poignants, L'événement, récit d'une expérience douloureuse, celle de l'avortement. Pourquoi ? Également, et peut-être avant tout, parce que vous incarnez ce que nous aspirons à être et à transmettre, l'université comme un lieu d'émancipation, de réflexion et de création, inscrit dans son territoire, certes, mais aussi résolument tourné vers le monde. En effet, à travers vos écrits, vous interrogez avec une acuité rare les dynamiques sociales, les inégalités, les rapports complexes entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Ces thèmes résonnent particulièrement avec les valeurs que nous portons, car nous croyons fermement à l'importance de rendre le savoir accessible à toutes et à tous, de favoriser l'innovation, dont l'innovation sociale, au service du bien commun et contribuer à éclairer les enjeux contemporains. Vous évoquez votre prix Nobel comme une victoire collective, notamment avec celles et ceux qui pensent aux générations à venir et à la sauvegarde d'une terre qui devient de moins en moins vivable. Comme vous, nous sommes particulièrement inquiets et c'est en ce sens que l'Université de Rouen-Normandie est pleinement engagée dans les transitions socio-écologiques, le développement durable et la responsabilité sociétale. De même, votre œuvre, traduite et étudiée dans de nombreuses langues, incarne parfaitement l'ouverture internationale que nous valorisons à l'Université de Rouen. Grâce à vos mots, vous bâtissez des ponts entre les générations, les cultures et les imaginaires, tout comme nous nous efforçons, ici, de tisser des liens avec l'Europe et le monde entier à travers des partenariats internationaux qui enrichissent nos formations et nos recherches. Aujourd'hui, cette cérémonie illustre ce que doit être une université, un lieu où la transmission du savoir et celle des valeurs fondamentales s'entrelacent,
une institution où l'on honore celles et ceux qui, par leur talent, leur humanité, leur combat, leur engagement, marquent leur époque. Vous êtes, Madame Ernaud, le parfait exemple de cette transmission et un modèle d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté universitaire. Chère Annie Ernaux, à travers votre œuvre, vous portez des valeurs essentielles, la quête de la vérité, la justice sociale et la conviction que les mots ont le pouvoir de transformer non seulement notre perception du monde, mais le monde lui-même. En d'autres termes, le pouvoir immense de la littérature. Encore une fois, merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Elle témoigne du rôle fondamental de l'université et de notre volonté de construire ensemble un avenir éclairé, juste et durable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie. Je cède maintenant la parole à mes collègues de l'unité de recherche, le CEREDI, que je tiens à remercier tout particulièrement, Monsieur Sylvain Léda, son directeur, professeur de littérature française du XIXe siècle, Madame Laurence Massé, maîtresse de conférences en littérature française du XVIIIe siècle, qui vont rendre hommage à votre carrière littéraire et à votre engagement exceptionnel. Je remercie également, alors je cherche Yves Bouvier, il est là. Je remercie également Yves Bouvier, directeur de l'UFR Lettres et Sciences Humaines, et sa prédécesseure, Florence Fix. Je remercie également le département de lettres modernes, ainsi que toutes les personnes, tous les personnels qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Et bien entendu, je n'oublie pas les étudiantes et les étudiants qui vont lire des extraits de vos œuvres. Merci, Monsieur le Président. Chère Annie Ernaux, les usages académiques qui prévalent en de telles circonstances voudraient qu'au titre de directeur du Centre d'études et de recherche édité-interprété, j'ouvre ce discours en rappelant à l'auditoire quelle est votre œuvre et quelles furent les nombreuses reconnaissances officielles qui l'ont jalonnée. Mais vous me permettrez d'oublier les conventions et de prendre la liberté de raconter l'histoire autrement, en partant du temps présent et d'une expérience récente. Lorsque la date de remise du doctorat d'honneur a été décidée, mes collègues de littérature française et comparée et moi-même avons annoncé l'événement à nos étudiantes et à nos étudiants dans nos classes. Je me souviens, au début d'un cours magistral consacré à Ante badine pas avec l'amour, j'ai informé le groupe de deuxième année de licence que vous seriez présente à Rouen aujourd'hui et je leur ai expliqué les raisons de votre venue sur le campus. J'ai vu alors dans leur regard une étincelle familière qui ne trompe pas. Le nom d'Annie Ernaux signifiait quelque chose de tangible. Et d'emblée, les titres de vos récits ont fusé comme un élan. La place, la honte, les années, l'événement, mémoire de fille, le jeune homme, l'autre fille, l'occupation. Même réaction avec les étudiantes et les étudiants de master, de recherche. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation quand j'ai sollicité des volontaires pour lire des extraits de votre œuvre ce soir ou pour témoigner, lors même qu'ils n'ont jamais lu ou parlé publiquement. Votre œuvre est bien présente. Elle fait partie de la culture des étudiantes et des étudiants. Elle fait partie de notre imaginaire et de notre bien. Pour la communauté étudiante et pour nous, votre présence ici résonne comme une évidence et comme une joie, comme une fierté aussi, celle de penser qu'aujourd'hui sur le campus,
Les étudiantes et les étudiants mettent leurs pas dans les vôtres, avec leurs rêves et leurs craintes. Ils hantent les bancs de la faculté comme vous l'avez fait jadis dans les années 60. Ce passé étudiant que vous avez su faire vivre jusqu'à nous et qui par conséquent n'a jamais disparu. Aussi, est-ce bien le lien intergénérationnel et solidaire qui se dessine dans cette expérience de cours et dans l'annonce de cette rencontre avec vous ce soir, grâce au dialogue fécond qui se noue entre ce que vous avez vécu et dit dans vos écrits, entre ce que nous vivons et ce que nous lisons dans vos récits. Ce sentiment de proximité et de reconnaissance s'explique par le fait que votre écriture ouvre des portes que chacun peut franchir, des portes au seuil desquelles l'on peut voir un fragment de sa propre vie. La porte d'un cabinet de toilette qu'un père n'ouvre pas, préférant se raser au-dessus de l'évier dans la cuisine, l'encadrement de la porte ouverte sur une salle de café, la porte du supermarché Auchan de Cergy, la porte de l'Intermarché de la Charité-sur-Loire, avec sa fameuse enseigne qui fait à jamais de D'Artagnan, Porthos, Athos et Aramis les mousquetaires de la distribution, la porte d'une classe qu'on franchit pour la première fois avec fébrilité, la porte d'un amphithéâtre à la fac, face à laquelle on éprouve le sentiment de n'être pas à sa place socialement, la porte d'un ascenseur, dans le couloir froid d'un hôpital, où l'on vient stopper une hémorragie après un avortement. Et vous m'autoriserez à plagier un célèbre vers d'Éluard. Les portes de vos livres font le tour de nos cœurs. Grâce à ces détails de la vie quotidienne, qui, tels de petites traces archéologiques sédimentées dans la mémoire, reconstituent la vie d'une femme, d'une classe sociale, puis d'une autre classe sociale, d'une société et d'un groupe, ces petites traces considérées parfois comme insignifiantes ou jugées banales, indignes d'entrer au panthéon de la beauté, votre œuvre les a collectées, leur conférant une portée universelle, grâce au temps vécu et aux émotions traversées. Avant de devenir professeur, avant de devenir l'autrice que nous célébrons ce soir, vous avez été cette étudiante de lettres modernes qu'on voit sur la photographie. Cette jeune femme qui, à 18 ans, cherche sa voix dans celle des autres, celle qui recopie le fameux « déraisonné » de Musset dans un grand agenda commercial offert par un fournisseur de fromage, car il n'y a de vrai au monde que de déraisonnés d'amour. Une jeune femme qui se questionne sur l'amour et sur sa place dans la société, une étudiante qui se coiffe en bandeau à la manière de George Sand et qui adore Une vie de Guy de Maupassant. Même de nombreuses années séparent cette expérience de celle de nos étudiantes et de nos étudiants, et même si vous l'écrivez, toutes les images disparaîtront. Certaines préoccupations demeurent toujours les mêmes. Préoccupations économiques, inquiétudes sur la précarité de l'existence et sur les aléas de la vie, difficultés financières et matérielles, lapsus, que rencontrent bon nombre de nos étudiantes et de nos étudiants, auxquelles s'ajoutent les inquiétudes écologiques. Vous en avez parlé, Monsieur le Président. À Rouen, nous y sommes très sensibles depuis la catastrophe de Lubrizol. Préoccupations morales et sociales aussi, qu'elles concernent l'intégration, l'égalité, ou plutôt, hélas, les inégalités encore trop nombreuses, l'accès à l'emploi pour toutes et pour tous. Préoccupations intimes qui touchent au désir, à la découverte de l'autre, de la sexualité, et à cette question si fondamentale du consentement que nous devons tous prendre à notre charge. D'autres joies demeurent aussi, qui passent de vos récits à leur vie et à nos vies, les amitiés et les amours qu'on tisse à l'université, les rires, les photos qu'on prend avec ses amis, avec sa famille. Tout cela, votre œuvre nous l'a donné en partage, indispensable transmission d'une génération à l'autre. Votre entrée dans la vie étudiante à Rouen correspond à une mutation profonde de l'enseignement des lettres dites modernes, initiée en 1946 par la création des dites filières. L'agrégation de lettres modernes, faut-il le rappeler, est créée au moment même où vous faites vos études à Rouen en 1960. Pour la première fois, une œuvre du XXe siècle est au programme du concours. Même si vous avez passé l'agrégation plus tard, en 1971, le sujet de dissertation portait cette année-là sur Marivaux, auteur qui vous est cher.
J'aime l'idée que votre entrée à l'université coïncide avec la mise au programme de Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Je ne veux pas jouer au visionnaire, mais je ne doute pas que bientôt, l'une de vos œuvres sera inscrite au programme de l'agrégation. Au début des années 60, les travaux d'aménagement sont conduits ici, qui vont aboutir à la construction du campus Mont-Saint-Aignan, sur lequel nous vivons encore. L'histoire collective croise une nouvelle fois l'histoire individuelle, mais autrement, à travers ces bâtiments et celles et ceux qui les font vivre, anciens étudiants, nouveaux visages, qui se succèdent au gré des promotions. L'obtention du prix Nobel de littérature en 2022 a rappelé quel est votre rapport à l'écriture, et notamment comment votre usage de l'autosociobiographie ou de l'autobiographie sociale a renouvelé et nourri ce qu'on appelle les écritures de soi, dont plusieurs membres du CEREDI sont des spécialistes, et je pense à mes collègues et amis Laurence Massé, Johan Deguin, Françoise Simonet-Tenant et d'autres. Françoise qui a dirigé le laboratoire avant moi et a développé cet axe de recherche. Axe de recherche qui a même pour nom le titre d'un de vos romans, Écrire la vie. Votre présence ici, ce soir, nous ramène à une question fondamentale qu'il faut sans cesse se poser. Pourquoi la littérature ? Pourquoi faut-il la cultiver, la transmettre, soit en écrivant comme vous l'avez fait, soit en invitant les autres à la découvrir et à la transmettre à leur tour aux générations futures ? Peut-être parce que, pour reprendre la formule de Jean-Jacques Rousseau que vous avez choisie pour exergue du journal du dehors, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Notre vrai moi est diffracté. Chaque étudiante, chaque étudiant, chaque collègue, chaque personne présente dans le public retrouvera un peu de son vrai moi dans Chrétien de Troyes, Pierre de Ronsard, Élisane de Crène, William Shakespeare, Molière, Jean Racine, Pierre Corneille, Marie Mancini, Marivaux, Voltaire, Stendhal, George Sand, Gustave Flaubert, les frères Goncourt, Stéphane Mallarmé, Delphine de Girardin, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Henrik Ibsen, Agatha Christie, Italo Calvino et Annie Ernaux. Tous ces écrivains qui, comme on le dit à l'université, sont nos auteurs de spécialité, comme on le dirait d'une recette de cuisine ou d'une spécialité. Tous ces écrivains portent en eux une partie de notre vrai moi, celui que nous partageons dans un mouvement de dialogue et de réflexion perpétuelle dans nos cours, dans nos articles, dans nos éditions, dans nos livres. Mais je pense aussi à une autre liste qui m'est tout aussi chère, celle des musiques qui traversent vos œuvres et accompagnent nos vies. Ces musiques qui font aussi partie de notre moi. Un jour tu verras de Mouloudji, la javanaise de Gainsbourg, comme un arbre dans la ville de Maxime Le Forestier, Only You des Platters, L'été indien de Jodassin, Le déserteur de Boris Vian, Capri c'est fini d'Hervé Villard, Dis quand reviendras-tu de Barbara, Logical Song de Supertramp, et cette chanson Don't Make Me Over que mon père adorait et que nous avons en tête avec les L2 depuis que nous préparons cette lecture pour vous ce soir. Une dernière liste, car notre vrai moi est aussi en vous. Les années, l'événement, la femme gelée, se perdre, la place, le jeune homme. Regarde les lumières, mon amour. Tous ces titres se classent dans la catégorie des écritures de soi, mais ce sont désormais des récits de nous, grâce à votre jeu transpersonnel, creusé qui donne du sens à nos missions. Mission qui consiste à partager la passion de la littérature, qu'elle soit française, étrangère, contemporaine, moderne ou ancienne, et plus généralement, partage du sensible autour des arts. Mission qui consiste à examiner la langue, le style des écrivains, leur manière, comme on dit en peinture. Celle qui consiste à scruter le dialogue entre création littéraire et le monde. Celle qui consiste à expliquer la nécessité de raconter une histoire ou son histoire avec un H minuscule dans l'histoire avec un H majuscule. Votre œuvre, Annie Ernaux, nous permet d'ouvrir bien des portes sur les littératures. Elle nous invite à considérer la place de ce je qui dit sa vie face à ce nous qui inscrit la vie individuelle dans celle d'un groupe, d'une société donnée, ce que Balzac appelait la comédie humaine ou Proust la recherche du temps perdu. Votre écriture tend des ponts vers d'autres œuvres, comme en témoigne la mise au programme récente des classes préparatoires en 2023 de ce chef-d'œuvre que sont les années. À ma grande honte, je ne l'avais pas lu et je l'ai lu pour préparer cette soirée.
les années qui m'ont bouleversé et même déchiré. Les années aux côtés des lettres de Madame de Sévigné, des mémoires de Saint-Simon, de la confession d'un enfant du siècle de Musset. Ce qui fait une œuvre, Annie Ernaux, c'est une langue. Et vous êtes souvent revenu sur cette question de la langue dans les différents entretiens que vous avez accordés. La langue française, académique ou patoisante, la langue d'ici ou de par chez nous. Cette langue, c'est ce qui permet de communiquer, d'être compris des autres, mais surtout de dire le réel dans ce qu'il a de plus banal, de plus cru, de plus sordide, de plus extraordinaire. Quand la langue devient style, quand les mots, la syntaxe et le rythme choisi forment orchestre, le lecteur identifie une plume qui est aussi une voix. La vôtre s'entend et se reconnaît en quelques lignes, grâce à ce que vous désignez dans le très beau cahier de Lerne coordonné par Pierre-Louis Faure, ce que vous désignez comme la transsubstantiation de la matière intime et personnelle du vécu en quelque chose de général, collectif. Pour les étudiantes et les étudiants de Rouen, en particulier pour celles et ceux qui ont choisi les filières de lettres et de sciences humaines, pour mes collègues, enseignants-chercheurs, et pour l'ensemble des personnels, ce doctorat d'honneur salue votre œuvre et votre parcours d'exception. Mais par réverbération, il honore aussi nos disciplines qui ont tant besoin d'être défendues car elles sont menacées. À travers votre œuvre et votre présence ici ce soir, vous donnez sens à nos enseignements et à nos recherches. Le 9 octobre 2022, mon collègue et ami Tony Guérard, directeur des presses universitaires Rouen-Le Havre, m'écrivait dans un courriel « Sylvain, je pense qu'il faudrait sans tarder faire décerner un doctorat honoris causa à Annie Ernaux. » Ce sera chose faite dans quelques minutes et je remercie l'équipe présidentielle, Anis Worms, de nous avoir accompagnés dans cet événement. Même si toutes les images disparaîtront, celle-ci restera gravée dans nos mémoires pour longtemps. C'est pourquoi, chère Annie Ernaux, au nom de toutes et de tous, et du fond du cœur, je vous remercie. Ce n'est pas la première fois, chère Annie Ernaux, que vous faites retour à l'Université de Rouen. Retour vers ces années 60-63 qui ont été, dites-vous, parmi les plus heureuses de votre vie. La chambre de la cité universitaire des filles, les amphis de la rue Beauvoisine où se tenaient les cours, la bibli où l'on joue avec son désir en attendant la page 38 pour lever les yeux de son livre comme Denise Le Sur, la narratrice de votre roman « Les armoires vides ». Gribouillage de notes, un alibi, sur Voltaire, Lamartine. Le plus merveilleux, c'est de se sentir la tête bruissante de phrases intelligentes. L'être et le néant, Kierkegaard. Et le corps écarquillé d'envies confuses devant ces garçons noyés dans leurs bouquins. Autain, Polar, fac de droit, philosophe. Ces années ne sont pas dépourvues d'ambivalence, car l'acculturation est aussi, comme vous le confiez dans l'écriture comme un couteau, déchirure d'avec le monde d'origine, celle du passage du monde dominé au monde dominant par les études. Mais après l'année de propédeutique et le pensionnat de la rue d'Ernemont, devant laquelle nous sommes passés tout à l'heure, après l'expérience de l'école normale d'institutrice, ces années à la faculté des lettres marquent l'entrée de plein pied dans un monde heureux et choisi, celui des études de lettres modernes, et une confirmation, celle du rôle des livres et des effets de leur lecture dans votre vie, qui devient projet d'écriture. Je marche vers le livre que j'écrirai, comme 2 ans auparavant je marchais vers l'amour, lit-on dans Mémoires de fille, à propos de cette rentrée en fac de lettres, en octobre 1960. Vos textes bruissent en effet des titres de ces compagnons. Lecture glanée à la bibliothèque municipale d'Yvetot, lecture refuge de l'adolescente se construisant un espace à soi dans l'absence d'intimité du commerce familial, lecture d'étudiante de lettres, découvrant avec ferveur les textes du programme, mais aussi tous les autres. Les textes philosophiques et critiques contemporains qui commencent à paraître si nombreux dans ces années et ouvrent au monde tel qu'il est. Ceux qui permettent d'en déchiffrer les signes et d'en recueillir les traces, toutes traces, celles des mots de la langue, des gestes, des attitudes. Vos années d'étudiante à la faculté des lettres finissent de vous apprendre à lire, si tant est qu'on finisse jamais. Votre conscience y devient chambre d'écho.
À ces échos, notre centre de recherche Le Cérédi consacra un colloque en 2013 dans cette même salle de conférence, en votre présence déjà. La fin des années 2000 et le début des années 2010 étaient celles d'un profond renouvellement, ou plutôt d'une inflexion plus marquée de votre écriture vers la question de la mémoire, avec la parution des Années en 2008, de L'autre fille en 2011. En parallèle de la parution du magnifique volume de la collection Quarto et du photojournal inédit qui l'ouvre, paraît aussi la même année 2011 L'Atelier Noir, un carnet d'idées et de fouilles, comme vous le dites, cher Annie Ernaux, qui met au jour de nouveau les nombreuses lectures qui accompagnent l'écriture en train de se faire. Suivront Mémoire de fille en 2016, puis Le jeune homme tout récemment. Dès l'automne 2010, notre regretté collègue Robert Kahn, spécialiste de littérature comparée et l'un des plus grands connaisseurs de l'œuvre de Kafka, qui l'avait traduite, avait formulé l'idée d'un colloque qui vous serait consacré et m'avait sollicité. Sylvain Léda a parlé tout à l'heure du temps vécu. Votre rapport au temps fut d'emblée ce qui me frappa en me plongeant alors dans l'ensemble de vos textes publiés, et nous caressâmes un moment l'idée d'organiser une rencontre autour de ce rapport à l'histoire et à la mémoire, avant que les spécialistes de vos textes, vos amis aussi pour la plupart, n'annoncent le grand colloque qui se tint à Cerisy en 2012, sur ces thèmes précisément. Nous décidâmes alors, avec Françoise Simonet-Tenant, spécialiste de votre œuvre, qui avait rejoint notre département et qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui, d'aborder ces questions par un autre biais, plus technique en apparence, mais qui parcourait en fait d'une autre manière les mêmes chemins, celui de l'intertextualité, cette relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, le plus souvent la présence effective d'un texte dans un autre, comme l'a défini Gérard Genette. La question de la polyphonie, donc, des voix, de l'innutrition, des mots et des textes des autres qui vivent en tout auteur, qui est d'abord un lecteur, puis consonne avec sa vie, par effet de violents contrastes parfois, je pense à Proust, avant de résonner de manière puissante, même si parfois inaperçue dans la mémoire des lecteurs. Vous avez écrit dans l'écriture comme un couteau, et Sylvain vient de l'évoquer, au fond, le but final de l'écriture, l'idéal auquel j'aspire, c'est de penser et de sentir dans les autres, comme les autres, des écrivains et pas seulement, ont pensé et senti en moi. Là, dans cette conception de l'écriture réside votre premier engagement, dont découlent tous les autres. Quand il s'agit de décrire une existence de fille, de femme, ce que vit un corps de fille et de femme, et plus largement les imaginaires culturellement et historiquement construits, qui attribuent aux femmes et aux hommes des rôles et des langages différents sur lesquels d'aucuns affirment leur pouvoir, parfois jusqu'à l'abus. Quand vous secouez les hiérarchies littéraires et sociales en prenant pour objet le RER ou, c'est la période des fêtes, les lumières des supermarchés, il n'y a pas de réalité inférieure, écrivez-vous dans l'événement. Quand vous dénoncez les violences de la domination et tout ce qui fait obstacle à l'émancipation des peuples et des individus, comme récemment l'anti-intellectualisme de plus en plus désinhibé à l'œuvre contre les sciences humaines, ces clés de la conscience critique qui vous nourrissent, qui nous nourrissent. En juin 1971, l'année de votre agrégation, Georges Poulet écrivait dans La conscience critique, l'un des grands textes théoriques de ces années-là, « L'acte de lire implique la coïncidence de deux consciences ». Il y a 11 ans, en 2013, ce mécanisme complexe de coïncidence des consciences, vous nous avez aidés pendant 2 jours à l'analyser et à le comprendre au-delà de l'approche théorique. Assise au premier rang, attentive à l'extrême, généreuse dans vos explications, accessible aux étudiantes et étudiants qui venaient vous solliciter pour une dédicace, en soufflant à voix basse les effets du moment où leur conscience avait rencontré la vôtre et la trace que ce moment avait laissée en eux. De ces 2 jours intenses sortit un livre qui était épuisé et que les presses de l'Université de Rouen et du Havre, que je remercie, publient à nouveau pour l'occasion qui nous réunit aujourd'hui. Les auteurs du XVIIIe siècle que j'étudie nous ont appris que nos expériences de lecture nous marquent à proportion de l'effet qu'elles ont produit sur notre mémoire et sur nos sentiments de lectrice ou de lecteur. J'ai goûté quelques plaisirs en me retraçant à moi-même le souvenir et l'impression de mon enthousiasme, écrit Germaine de Staël à propos de Jean-Jacques Rousseau. Dans cette impression réside le pouvoir de la littérature, surtout quand, comme vos textes, elle part des faits, du réel de la société pour s'élargir à une expérience commune, affirmant ainsi une volonté politique d'agir sur le monde
en commençant par en détailler ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les éléments, quand elle est faite, selon vos propres mots, de chair et de sang. Ce puissant effet de vos textes, à partir de cette approche élémentaire, c'est ce que nous avons souhaité faire partager aujourd'hui à l'auditoire, assemblé autour de vous à l'occasion de ce doctorat qui va vous être remis et qui touche et honore profondément notre communauté. Des étudiants de deuxième année, étudiantes et étudiants de deuxième année de licence qui s'y sont préparés depuis la rentrée, donneront maintenant lecture d'un choix de vos textes auxquels plusieurs collègues ont été associés. Puis mettant leurs pas dans les vôtres, d'autres oseront poser leurs mots sur la marque vive et profonde que la rencontre d'un de vos récits, d'une de vos phrases, de votre œuvre enfin, a eu dans leur parcours de lecteur, d'étudiant, c'est-à-dire dans leur vie. Lire, disiez-vous en 2020, est une expérience qui engage invisiblement la totalité de l'être. Tous les sens sont convoqués par l'imagination. Et il y a ce qui reste indéfinissable, la voix du livre qui manque à l'adaptation d'un roman à l'écran. Voix dont le timbre, la couleur, la douceur ou la violence subsistent dans la mémoire. Modestement et en amateur, mais avec un véritable engagement, quelques étudiantes et étudiants du département de lettres modernes, Simon, Angeline, Anaïs, Votan, Kelly et Zulfaou, vont désormais donner voix à ces livres, leur prêter le temps de cette lecture, leur timbre, leur couleur, leur douceur ou leur violence, au gré de 3 ensembles, dont le premier concerne l'enfance, Yvetot, les parents. Pour s'écrire, il faut écrire les autres, ce nous auquel s'intègre le jeu, c'est un lieu, l'espace géographique, l'espace familial, l'espace social, lieux sur lesquels nous nous proposons donc de revenir au gré d'extraits d'une femme, de la honte, de la place, du jeune homme et de se perdre. C'est une entreprise difficile. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps. Elle était violente. C'était une femme qui brûlait tout, et d'évoquer en désordre des scènes où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi, la femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service de gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire de plus juste se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur des mots qui ne peut être atteinte, sur ma mère, qui ne peut être atteinte que par des mots. C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité. Mais je souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature. En juin 52, je ne suis jamais sortie du territoire qu'on nomme, d'une façon vague mais comprise de tous, par chez nous, le Pays de Caux, sur la rive droite de la Seine, entre Le Havre et Rouen. Au-delà commence déjà l'incertain. Le reste de la France et du monde, que par là-bas, avec un geste du bras désignant l'horizon, réunis dans la même indifférence et inconcevabilité d'y vivre. Impossible d'aller à Paris autrement qu'en voyage organisé, à moins d'y avoir de la famille susceptible de vous guider. Prendre le métro apparaît comme une expérience compliquée
plus terrifiante que monter dans le train fantôme à la foire et nécessitant un apprentissage qu'on suppose long et difficile. Croyance générale qu'on ne peut aller quelque part sans connaître et admiration profonde pour ceux ou celles qui n'ont pas peur d'aller partout. Les deux grandes villes de par chez nous, Le Havre et Rouen, suscitent moins d'appréhension. Elles font partie du langage de toute mémoire familiale, de l'ordinaire de la conversation. Beaucoup d'ouvriers y travaillent, partant le matin et revenant le soir par la Micheline. À Rouen, plus proche et plus importante que Le Havre, il y a tout, c'est-à-dire des grands magasins, des spécialistes de toutes les maladies, plusieurs cinémas, une piscine couverte pour apprendre à nager, la foire Saint-Romain qui dure 1 mois en novembre, les tramways, des salons de thé et des gros hôpitaux où l'on emmène les gens pour les opérations délicates, les cures de désintoxication et les électrochocs. À moins d'y travailler comme un ouvrier sur un chantier de reconstruction, personne ne s'y rend vêtu en tous les jours. Ma mère m'y emmène 1 fois par an, pour la visite à l'oculiste et l'achat des lunettes. Elle en profite pour acheter des produits de beauté et des articles qu'on ne trouve pas à Yvetot. On n'y est pas vraiment chez nous, parce qu'on ne connaît personne. Les gens paraissent s'habiller et parler mieux. À Rouen, on se sent vaguement en retard, sur la modernité, l'intelligence, l'aisance générale de gestes et de paroles. Rouen est pour moi l'une des figures de l'avenir, comme le sont les romans feuilletons et les journaux de mode. Pour manger, il ne se servait que de son opinel. Il coupait le pain en petits cubes, déposait près de son assiette, où il piquait de bouts de fromage, de charcuterie et saucé. Me voir laisser de la nourriture dans l'assiette lui faisait deuil. On aurait pu ranger la sienne sans la laver. Le repas fini, il essuyait son couteau contre son bleu. S'il avait mangé du hareng, il l'enfouissait dans la terre pour lui enlever l'odeur. Jusqu'à la fin des années 50, il a mangé de la soupe le matin. Après, il s'est mis au café au lait avec réticence, comme s'il sacrifiait à une délicatesse féminine. Il le buvait cuillère par cuillère, comme de la soupe. À 5 heures, il se faisait sa collation, des œufs, des hommes cuites, des radis, et se contentait le soir d'un potage. La mayonnaise, les sauces compliquées, les gâteaux le dégoûtaient. Il dormait toujours avec sa chemise et son tricot de corps. Pour se raser 3 fois par semaine, dans l'évier de la cuisine, surmonté d'une glace, il déboutonnait son col. Je voyais sa peau très blanche à partir du cou. Les salles de bain, signe de richesse, commençaient à se répandre après la guerre. Ma mère a fait installer un cabinet de toilette à l'étage, ne s'en est jamais servi, continuant de se débarbouiller dans la cuisine. Dans la cour, l'hiver, il crachait et il éternuait avec plaisir. Il y a 30 ans, je me serais détournée de lui. Je ne voulais pas alors retrouver dans un garçon les signes de mon origine populaire. Tout ce que je trouvais plouc et que je savais avoir été en moi. Qu'il lui arrive de s'essuyer la bouche avec un morceau de pain ou qu'il pose le doigt sur son verre pour que je ne lui verse pas davantage de vin, m'était indifférent. Que je m'aperçoive de ces signes, et peut-être plus subtilement encore que j'y sois indifférente, était une preuve que je n'étais plus dans le même monde que lui. Avec mon mari, autrefois, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. Il était le porteur de la mémoire de mon premier monde. Agiter le sucre dans sa tasse de café pour qu'il le fonde plus vite, couper ses spaghettis, détailler une pomme en petits morceaux piqués ensuite au bout du couteau, autant de gestes oubliés que je retrouvais en lui de façon troublante. J'avais de nouveau 10, 15 ans
et j'étais à table avec ma famille, mes cousins, dont il avait la peau blanche, les pommettes rouges des Normands. Il était le passé incorporé. Avec lui, je parcourais tous les âges de la vie, ma vie. Je me réveille à 5h30, croyant avoir entendu la sonnerie du téléphone. À mon avis, un rêve. Et aussitôt, je suis replongé dans l'univers de passion qui était le mien il y a 6 mois. Je constate donc que je n'y suis plus autant. Ensuite, un rêve dans lequel je cours avec une légèreté incroyable. Très positive donc, en descendant des marches espacées, ponctuant une descente vers un parking. Mais ensuite, le rêve affreux. Je prends le train à Rouen pour Paris. Il doit m'arrêter à Yvetot. Assise dans le compartiment avec une femme à ma gauche, je lis Marie-Claire. Il fait nuit, le train s'arrête. Je cherche en vain le nom de la station. C'est un train avec des groupes genre Club Méditerranée, se rendant en Italie. Est-ce une résurgence de mon voyage à Rome en 63 ? Ils descendent, moi aussi. Je ne sais pas où je suis et je ne le saurai pas. On me dit seulement que le prochain train pour Paris est dans 8 jours. Il faut donc que je trouve un autre moyen de transport. Des camionneurs, par exemple. J'interroge un homme. Il est immense. Sa tête touche presque le plafond de la gare. Et je suis infiniment petite. Très, très étonnant pour moi. Peut-être sera-ce possible. Je me réveille. Dans les amphis, les profs cravatés expliquaient l'œuvre des écrivains par leur biographie. Les années. Alors si l'université a, on l'espère, un peu changé, ne serait-ce que la cravate, à l'exception de Sylvain Léda, qui la porte toujours avec beaucoup d'entrain, elle demeure et doit demeurer ce lieu où s'affirme une véritable liberté intellectuelle, éclairée, condition de tout véritable esprit critique. Les études, la culture, l'université de Rouen font aussi ce qui nous lie, ce qui vous lie, chères étudiantes, chers étudiants, avec Annie Ernaux et ses quelques textes tirés des années, de La femme gelée et de Se perdre. Sur cette photo, en noir et blanc, au premier plan à plat ventre, 3 filles et un garçon. Seul le haut du corps est visible, le reste plongeant dans une pente. Derrière eux, 2 garçons. L'un debout et penché se détache sur le ciel. L'autre est agenouillé, semblant agacer l'une des filles de son bras tendu. En fond, une vallée, noyée dans une espèce de brume. Au dos de la photo, cité universitaire, Mont-Saint-Aignan, juin 63. Brigitte, Alain, Annie, Gérald, Annie, Féride. Elle est la fille du milieu, aux cheveux coiffés en bandeau, à l'imitation de George Sand, aux épaules larges et dénudées. La puce, femme. Ses poings serrés émergent bizarrement de dessous son buste couché. Pas des lunettes. La photo a été prise dans la période séparant le passage des examens et les résultats. C'est un temps de nuit blanche, des discussions dans les bars et les chambres en ville, suivi des caresses déshabillées jusqu'au seuil d'imprudence sur fond de javanaise. Des sommeils dans l'après-midi d'où elle sort avec l'impression coupable de s'être mise hors du monde, comme le jour où le Tour de France et Jacques Anquetil étaient passés depuis longtemps, quand elle s'est réveillée. Elle est entrée dans la fête et elle s'y ennuie. Les 2 filles qui l'entourent sur la photo appartiennent à la bourgeoisie. Elles ne se sont pas des leurs, plus fortes et plus seules. À trop les fréquenter, à les accompagner dans le surboom, elle a l'impression de déchoir.
Elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance, le petit commerce de ses parents. Elle est passée de l'autre côté, mais ne saurait dire de quoi. Derrière elle, sa vie est constituée d'images sans lien. Elle ne se sent nulle part, seulement dans le savoir et la littérature. À cet instant, les connaissances abstraites de cette fille ne pourraient être répertoriées, non plus que sa lecture, les licences de lettres modernes qu'elle achève n'étant qu'un indicateur moyen de niveau. Elle s'est abreuvée d'existentialisme, de surréalisme, a lu Dostoïevski, Kafka, tout Flaubert, également éperdue de nouveautés, le Clésio et le nouveau roman, comme si seuls les livres récents étaient capables d'apporter le regard le plus juste sur le monde d'ici et maintenant. Plus encore qu'un moyen d'échapper à la pauvreté, les études lui paraissent l'instrument privilégié de lutte contre l'enlisement de ce féminin qui lui inspire de la pitié, cette tentation qu'elle a connue de se perdre dans un homme, conféré faute de lycée 5 ans avant, dont elle a honte. Aucune envie de se marier ni d'avoir des enfants. Le maternage et la vie de l'esprit lui semblent incompatibles. Elle est sûre que de toute façon, elle serait une mauvaise mère. Son idéal est l'union libre d'un poème d'André Breton. À certains moments, elle éprouve un accablement devant la somme de ce qu'elle a appris. Son cœur est jeune et sa pensée est vieille. Dans son journal intime, elle écrit qu'elle se sent sursaturée d'idées passe-partout, de théories, qu'elle est à la recherche d'un autre langage, désirant retourner à une pureté première. Elle rêve d'écrire dans une langue inconnue. Les mots lui sont une petite broderie de soie, une petite broderie autour d'une nappe de nuit. D'autres phrases contredisent cette lassitude. Je suis un vouloir et un désir. Elle ne dit pas lesquels. En octobre, Hilda s'inscrit à la fac de lettres. Moi aussi. Statistiquement, un vrai choix de fille. Et le bouquet de petites bourgeoises. Bien sûr que je les retrouve. Les bien élevées de Mont-Saint-Aignan, pépiantes devant les amphis, sûres d'elles toujours, toutes celles que choquera la paillardise étudiante masculine, secrètement mon allié contre elle en l'occurrence. Mais moi, je ne me suis pas inscrite en lettres tout à fait à l'étourdie, pour passer mollement le temps, de façon cultivée, pas trop crevante. La fac, pour Hilda, c'est naturel, le cours des choses. Pour moi, un acte risqué. Devant l'amphi encore fermé, ce petit tremblement prolétaire dissimulé sous le balancement désinvolte du sac où brandouille un classeur. La peur d'avant l'ambition plus grosse que la tête. N'empêche, puisque j'étais embarquée, que j'avais penché vers la seule profession connue par cœur, l'enseignement, il fallait arriver au bout. Prof. Le mot qui plouffe comme un caillou dans une flaque. Femme victorieuse, reine des classes, adorée ouaille, jamais insignifiante. Je ne me pose pas encore la question de savoir à laquelle je ressemblerais. Dans les gradins, sur mon banc à mi-hauteur, je palpite surtout devant ma vie nouvelle. L'aventure, ma chance, ma liberté, ne pas démériter. Jeudi 10 novembre. Hier, Yvetot. Sitôt que j'arrive là, je pleure. J'ai écrit dans une femme, elle servait des pommes de terre pour que je sois ici à écouter parler de Platon. Et hier, je pensais, ils ont vécu et sont morts pour que j'aille à une réception de l'Élysée. L'histoire n'est jamais finie. J'ai appris hier de mes tantes que ma mère avait rencontré un monsieur bien, Annecy, qu'elle avait hésité à se remarier. Je sais maintenant pourquoi elle était allée consulter une voyante, l'avenir encore, à 65 ans, peut-être plus. Cela me trouble et me plaît. Je suis la fille de cette femme de désir, mais qui n'osait pas aller jusqu'au bout. Moi, oui. J'attends S. La présence d'Éric m'est insupportable. Il reste jusqu'à la dernière minute, m'empêchant de rêver, d'attendre, toujours l'anxiété de voir l'amour diminuer.
ce pronom « elle ». De la fille à la femme, ses œuvres font aussi le récit d'une expérience féminine, à la fois singulière et partagée. Expérience du cœur, mais aussi et surtout expérience du corps. Se dire à nouveau pour dire les autres, pour faire société, pour faire corps et pour faire mémoire. Dans Mémoire de fille, dans l'événement, dans Je ne suis pas sorti de ma nuit, dans Le jeune homme, enfin. En octobre 1958, Billie Holiday chante au Monterey à Paris. Le 12 novembre à l'Olympia, dans un concert organisé par Franck Teno et Daniel Philippaki. Elle reste à Paris au Mars Club jusqu'à la fin du mois. Elle est dans un état pitoyable, ravagée par l'alcool et la drogue. Le 20 juillet 1958, Violette Leduc rencontre René Gallet, 35 ans, coffreur dans le bâtiment. C'était mon premier orgasme à 50 ans, celui qui me ramenait irrésistiblement parmi les hommes et les femmes qui jouissent l'un de l'autre, écrit-elle dans La chasse à l'amour. En septembre, elle emmène René à Honfleur et à Étretat. Le 21 octobre, elle écrit à Simone de Beauvoir. René Gallet n'a pas écrit. Il n'est pas venu. Ce qui m'avait été donné m'a été repris tout de suite. Je désire mourir. Elle s'enfonce de plus en plus dans la douleur. Toujours à Simone de Beauvoir en décembre. C'est lui que je souhaite. Et je souhaite l'impossible. Et je vais abandonner la littérature. La relation se délite jusqu'à sa fin totale au printemps 1959. Lire ces choses me bouleverse. Comme si la fille de 18 ans qui remontait dans le boulevard de l'Isère, dans le hurlement de la foire Saint-Romain, à l'automne 58, seule et désespérée, les témoins, presque sauvés même, parce que ces filles, dont elle ignorait alors jusqu'au nom, étaient plongées au même moment dans la déréliction. Étrange douceur de la consolation rétrospective d'un imaginaire qui vient réconforter la mémoire, briser la singularité et la solitude de ce qu'on a vécu par la ressemblance plus ou moins juste avec ce que d'autres ont vécu au même moment. On m'a descendu de la chambre sur une civière. Tout était flou. Je n'avais pas mes lunettes. Les antibiotiques, le sang-froid de la première partie de la nuit n'avaient donc servi à rien. Cela finissait à l'hôpital. J'avais le sentiment de m'être bien conduite jusqu'à l'hémorragie. J'ai cherché la faute. Elle commençait sans doute au cordon qu'il n'aurait pas fallu couper. Je ne maîtrisais plus rien. Je sens qu'il en sera de même lorsque ce livre sera fini. Ma détermination, mes efforts, tout ce travail secret, clandestin même, dans la mesure où personne ne se doute que j'écris là-dessous, s'évanouiront d'un seul coup. Je n'aurai plus aucun pouvoir sur mon texte, qui sera exposé, comme mon corps l'a été, à l'Hôtel-Dieu. On m'a déposé sur un lit roulant dans un hall, avec des allées et venues, en face de l'ascenseur. Ce n'était jamais mon tour d'être emmené. Une fille avec un ventre énorme est arrivée, accompagnée d'une autre femme qui devait être sa mère. Elle a dit qu'elle allait accoucher. L'infirmière l'a rembarrée. Elle n'était pas du tout à terme. La fille voulait rester. Il y a eu une dispute. Elle est repartie avec sa compagne. L'infirmière haussait les épaules. Celle-là, elle nous fait le coup depuis 15 jours. J'ai compris qu'il s'agissait d'une fille de 20 ans, sans mari. Elle avait gardé l'enfant, mais elle n'était pas mieux traitée que moi.
la fille avortée et la fille mère des quartiers pauvres de Rouen, étaient logées dans la même enseigne. Peut-être avait-on plus de mépris pour elle que pour moi. Dans la salle d'opération, j'ai été nue, les jambes relevées et sanglée dans les étriers, sous une lumière violente. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait m'opérer. Il n'y avait plus rien à me retirer du ventre. J'ai supplié le jeune chirurgien de me dire ce qu'il allait me faire. Il se plantait devant mes cuisses ouvertes, en hurlant « Je ne suis pas le plombier !» Ce sont les dernières paroles que j'ai entendues avant de sombrer dans l'anesthésie. Je ne suis pas le plombier. Cette phrase, comme toutes celles qui jalonnent cet événement, des phrases très ordinaires, proférées par des gens qui les disaient sans réfléchir, déflagrent toujours en moi. Ni la répétition, ni un commentaire sociopolitique ne peuvent en atténuer la violence. Je ne l'attendais pas. Fugitivement, je crois voir un homme en blanc qui me roue de coups en hurlant « Je ne suis pas le plombier !» Et cette phrase, que lui avait peut-être inspiré un sketch de Fernand Reynaud, qui faisait alors rire toute la France, continue de hiérarchiser le monde en moi. De séparer, comme à coups de trick, les médecins des ouvriers et des femmes qui avortent. Les dominants des dominés. C'est dans la période où elle était encore chez moi que je me suis mise à noter sur des bouts de papier, sans date, des propos, des comportements de ma mère qui me remplissaient de terreur. Je ne pouvais supporter qu'une telle dégradation frappe ma mère. Un jour, j'ai rêvé que je lui criais avec colère « Arrête d'être folle !» Par la suite, quand je revenais de la voir à l'hôpital de Pontoise, il me fallait à toute force écrire sur elle, ses paroles, son corps, qui m'étaient de plus en plus proches. J'écrivais très vite, dans la violence des sensations, sans réfléchir ni chercher d'ordre. Je ne suis pas sortie de ma nuit, et la dernière phrase que ma mère a écrite. Souvent, je rêve d'elle, telle qu'elle était avant sa maladie. Elle est vivante, mais elle a été morte. Quand je me réveille, pendant 1 minute, je suis sûre qu'elle vit réellement sous cette double forme, morte et vivante à la fois, comme ces personnages de la mythologie grecque qui ont franchi 2 fois le fleuve des morts. Un jour, dans une brasserie de Madrid, nous étions en train de déjeuner. Il y a eu la chanson de Nancy Holloway, Don't Make Me Over. Et j'ai revu la cité universitaire de filles à Rouen. Ma recherche déboussolée, rue de Robec et place Saint-Marc, de la plaque d'un médecin qui voudrait bien m'avorter, en novembre 1963. Kennedy venait d'être assassiné. J'ai regardé A manger des frites en face de moi. Il était à peine plus vieux que l'amant étudiant dont j'avais été enceinte, et qui, à son insu, avait imprimé dans ma mémoire cette chanson alors en vogue de Nancy Holloway, lui donnant un sens d'amour fou et de déréliction, mon état d'alors. J'ai pensé que, quel que soit l'homme avec qui je l'entendrais, elle n'aurait jamais que ce sens. Si plus tard, la réentendant une fois de plus, je me rappelais aussi la brasserie de la Puerta del Sol avec A en face de moi, ce moment ne tirerait sa valeur que d'avoir été le cadre d'un souvenir violent. Ce serait juste un souvenir second. De plus en plus, il me semblait que je pouvais entasser des images, des expériences, des années, sans plus rien ressentir d'autre que la répétition elle-même. J'avais l'impression d'être éternelle et morte à la fois, comme l'est ma mère dans ce rêve que je fais souvent. Et au réveil, je suis sûr pendant quelques instants qu'elle vit réellement sous cette double forme.
Cette sensation était un signe, celui que son rôle d'ouvreur du temps dans ma vie était fini. Le mien, initiatrice dans la sienne, sans doute aussi. Il a quitté Rouen pour Paris. J'ai entrepris le récit de cet avortement clandestin autour duquel je tournais depuis longtemps. Plus j'avançais dans l'écriture de cet événement qui avait eu lieu même avant qu'il soit né, plus je me sentais irrésistiblement poussé à quitter A, comme si je voulais le décrocher et l'expulser comme je l'avais fait de l'embryon plus de 30 ans auparavant. Je travaillais continuellement à mon récit et par une stratégie résolue de distanciation, à la rupture. À quelques semaines près, celle-ci a coïncidé avec la fin du livre. On était en automne, le dernier du XXe siècle. Je me découvrais heureuse d'entrer seule et libre dans le 3e millénaire. Madame Ernaud, mesdames, messieurs, bonjour. Je dois d'abord vous dire que je suis vraiment honorée de pouvoir prendre la parole face à vous ce soir. C'est une chance qui se présente qu'une fois dans une vie que de parler à un prix Nobel et à une autrice dont on apprécie autant l'œuvre. Donc je remercie aussi Monsieur Léda de m'avoir donné cette occasion. J'ai découvert votre œuvre avec l'événement il y a quelques années et j'ai tout de suite aimé ce livre. D'abord parce qu'il aborde une thématique qui est importante, pour trop de femmes aujourd'hui encore, malheureusement. Et aussi, et puis surtout pour votre écriture, parce que vous y racontez une réalité difficile, vous la dites crûment, mais sans entrer dans une forme de pathétique. Et c'est ce qui, pour moi, fait la valeur de votre œuvre, et pas seulement de l'événement. Vous évitez le pathétique, la distance qu'il crée, vous collez au réel, dans ses faits, sans atténuation, sans fioriture. Et c'est ce qui le rend d'autant plus universel. Vous le dites dans votre discours pour le prix Nobel, vous dites employer donc je vous cite, jeu transpersonnel que le singulier atteigne l'universel. En effet, après l'événement, j'ai décidé de découvrir votre œuvre. De livre en livre, j'ai eu l'impression de voir, de sentir une intériorité, un vécu se construire, s'assembler au fil de mes lectures. Et en découvrant votre œuvre dans son ensemble, à la fois, je l'ai aimée d'autant plus. J'y ressens d'abord une unité très forte parce que vous parlez majoritairement de vous. Et puis, elle se construisait, plus ce vécu, cette intériorité se construisait, plus elle faisait écho en moi et à la fois, plus je la sentais universelle. Je sentais qu'elle faisait écho en d'autres aussi. D'abord chez les femmes, parce que certes, vous parlez de votre vie et de votre vécu de femme, mais pas que, parce que heureusement aujourd'hui, ça n'intéresse pas que les femmes, la condition féminine. Mais il n'y a pas que cela, vous évoquez aussi votre vécu de transfuge de classe, on l'a dit, votre façon de vivre le deuil ou bien l'amour, la réalité parfois la plus prosaïque du quotidien et celle parfois plus générale d'une génération qui traverse les années. Voilà. Un dernier élément que j'aimerais souligner, c'est que votre œuvre est vraiment porteuse d'espoir. J'en parlais avec une amie qui est présente ce soir, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours. Votre écriture, c'est vraiment une ouverture pour nous. Elle est vraiment à l'inverse de l'enfermement parce que vous assumez quand des situations vous plaisent pas, quand vous vous sentez pas en phase avec votre environnement, et ce qui est déjà rafraîchissant, déculpabilisant aussi parfois.
et surtout vous affirmez votre refus. Et cette amie me disait: «Elle n'attend pas qu'on la sauve, elle se sauve elle-même». Votre libération est concrète et en ça, vous prenez aussi le contrepoint de toute une tradition littéraire féminine, qui donc de la femme qui, chez elle, rêve pour s'échapper ou qui attend d'être sauvée par quelqu'un d'autre et pour ça, merci. Parce que c'est tellement important d'avoir accès à ça, dans notre paysage littéraire aujourd'hui. Donc merci pour votre œuvre. Merci, d'être là ce soir et merci, de m'avoir écoutée. Voilà. Chère Madame Ernaud, bonjour. J'avais un petit peu peur de vous parler directement, alors je n'ai pas inclus dans mon texte d'adresse directe, mais il vous a néanmoins adressé. Je ne serais pas capable de dire précisément en quelle année et dans le courant de quel mois j'ai découvert la place. Il serait à mon avantage de prétendre que c'était il y a longtemps, mais à vrai dire, j'ai attendu un peu tard. C'était assurément bien après la première fois qu'on m'en a parlé. En revanche, je me souviens très bien de l'état dans lequel je me trouvais. J'avais l'esprit saturé de vieille littérature, saturé à un point assez inédit et peut-être paradoxal pour un étudiant de lettres. Je ne sais pas dans quelle mesure cette expérience est universelle en licence, et je ne voudrais pas faire injure à un parcours qui m'a vraiment passionné de bout en bout. Mais il y a eu des jours où la beauté même des phrases me les faisait haïr. J'entends les phrases académiques, les périodes lourdes et ornementées, les débauches de détails, d'épithètes et de cadences. Surtout, je n'arrivais plus à croire aux fictions, ni celles qui sont faites pour qu'on y croie, ni celles qui sont déconstruites à chaque page. C'était pas seulement une affaire de dégoût ou de lassitude, c'était, pour des raisons de santé aussi personnelles, un vrai vertige qui me prenait à force de passer mes journées penchées sur des artifices. Toujours plus d'artifices auxquels il faut chercher un sens, une profondeur, jusqu'à perdre parfois la notion même de réalité. La place est venue pour moi comme une respiration salutaire. Je l'ai lu très vite, avec la sensation de boire un grand verre d'eau. Ce café-épicerie d'Yvetot avait une beauté différente. J'ai peut-être trahi le soin que vous aviez pris de ne pas l'embellir, et c'est justement cet effort qui m'a semblé beau. Un effort non pas pour créer l'illusion du réel ou à l'inverse, pour saper ses fondements. Un effort continu de justesse, une méfiance vis-à-vis des émotions faciles, qu'elles soient ironiques ou sincères. Un regard attentif sur la vie d'un homme sans larmoiement. Les larmes qui me sont venues aux yeux n'étaient pas des larmes de sympathie. J'étais seulement soulagé de sortir du factice et de rencontrer une œuvre qui me semblait approcher du vrai. J'espère que mon plaisir n'a pas été trop bourgeois. À l'avant-dernière page, une phrase nommée en termes clairs, toute proportion gardée, le malaise auquel j'étais en proie et qui s'était dissipé le temps de la lecture. Tout le temps que j'ai écrit, je corrigeais des devoirs, je fournissais des modèles de dissertation, parce que je suis payé pour cela. Ce jeu des idées me causait la même impression que le luxe, sentiment d'irréalité, envie de pleurer. Madame Ernaud, Mesdames, Messieurs, je tiens pour commencer à remercier Madame Massé et Monsieur Léda qui m'ont offert l'occasion de prendre aujourd'hui la parole. Comment mettre des mots sur la relation ineffable que j'entretiens avec votre œuvre? Par où commencer? Je dois bien avouer que c'est par hasard que je me suis retrouvée devant un de vos livres pour la première fois. En réalité, cela a été le cas pour la grande majorité de mes lectures. On flâne dans une librairie, le regard se pose sur quelques livres et s'arrête sur un en particulier, sans qu'on ne puisse jamais savoir pourquoi. Ainsi commençai-je, sans aucune attente, n'ayant aucune idée du bouleversement qui m'attendait, la lecture de l'événement. Je retrouvais dans cette écriture plate le même intérêt et la même fascination que m'avait laissé quelques années auparavant la lecture de L'étranger d'Albert Camus.
Cette écriture qui nous laisse spectateurs des événements, qui nous laisse devant les événements tels qu'ils sont et quels qu'ils soient, le deuil d'une mère, le souvenir d'un père ou simplement des scènes du quotidien. Cette écriture qui cherche sans chercher à altérer les faits, à influencer notre regard, nous les livre dans toute leur vérité. Je n'aurai hélas pas le temps de parler de chacune de mes lectures, mais il me semble important de revenir sur celle d'une femme. Il est des œuvres qui nous semblent tomber du ciel, au moment même où l'on en a le plus besoin. Et lire ce livre, ce témoignage, alors que je traversais moi-même une période de deuil, bien que différent, m'a bouleversée comme jamais un livre dans toute l'histoire de mes lectures ne m'avait touchée. Mais je serais bien malhonnête si je ne parlais que de moi, alors même que vos livres ont été et seront encore, je l'espère, une source de partage et d'échange. Les amis à qui j'ai prêté une femme m'ont tous fait part de leurs grandes émotions, de leur tristesse, de leurs larmes, de cette angoisse partagée de la perte d'une mère. Car votre écriture est une écriture du vrai et elle nous touche tous. Et c'est précisément cette écriture du vécu qui toucha ma grand-mère, qui fit naître en elle le même enthousiasme que je lui connaissais des romans de George Sand, dont le décor berrichon lui rappelle son enfance dans le Berry. Je me souviendrai toujours de l'étonnement et de la joie dans ses yeux et dans sa voix, à la lecture de la honte que j'avais apportée chez elle, et plus tard à la lecture des années que je lui offris. Née en 1942, elle retrouvait là, écrite noir sur blanc, la description d'événements, de traditions, de fêtes qu'elle avait connues. Elle parcourait ces pages et retrouvait des souvenirs d'enfance et de l'âge adulte dans ce livre que son petit-fils avait amené, tout à fait par hasard, chez elle. Quel plaisir de voir ma grand-mère se remémorer ses souvenirs et quelle douce sensation que de voir 2 générations se retrouver autour de ces lectures. Je ne peux terminer ce modeste discours que par des remerciements. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre œuvre et merci d'être là ce soir. Chères étudiantes, chers étudiants, merci pour vos témoignages, pour vos lectures de l'œuvre d'Annie Ernaux. Je vous invite à me rejoindre. Madame Annie Ernaux, pour les services rendus aux arts, aux lettres, à l'université, et en ma qualité de président de l'université, je vous confère le titre de docteur d'honneur de l'université de Rouen-Normandie. Voilà, je suis extrêmement émue. C'est une émotion que je ne prévoyais sans doute pas qu'elle soit aussi intense.
les mots que j'ai écrits étaient un peu lointains. Et là, je me retrouve, je veux dire, dans quelque chose qui me paraît presque le fondement de mon être, de mon être, ce serait beaucoup, de mon histoire. Et en vous écoutant, vous, les jeunes qui lisiez mes textes, je, je pensais que c'était beau quand même de transmettre quelque chose et que vous donniez une vie à quelque chose qui avait eu lieu, quelque chose dont j'avais été la médiatrice en quelque sorte auprès de vous. Et je trouvais que, au fond, si j'avais un désir que soit ma vie, eh ben, au fond, c'était celui-là. Voilà. Merci de m'avoir fait ressentir toutes ces choses. Et quand même, je voudrais remercier euh, vous tous. D'abord, Monsieur le Président, Laurent Lyon, Monsieur Sylvain Léda, Madame Laurence Massé, vous tous qui êtes ici, jeunes étudiants, je dis jeunes, mais voilà, la jeunesse, c'est un état, on ne le sait même pas, voilà. Et tous ceux qui m'ont fait l'amitié de venir, d'être là, je pense à Judith Godrèche, réalisatrice, qui est ici, par exemple, et donc tous ceux et toutes celles ici présents qui ont accompagné mon travail d'écriture depuis longtemps. J'éprouve donc une émotion, une profonde gratitude de recevoir cette distinction de docteur d'honneur de l'Université de Rouen, distinction dont je suis de plus la première récipiendaire. Il y a dans une vie des éléments, des choix dont on sait qu'ils ont orienté le reste de l'existence. Mon inscription à la faculté des lettres de Rouen en 1960, fruit d'un sursaut qui ressemble à une révolte contre le déterminisme social, car à l'époque, 4% seulement des enfants issus des classes populaires accédaient aux études supérieures. Et les 4 années que je y passerai me semblent la matrice de mon écriture. On me pardonnera de commencer par une phrase écrite dans mon premier livre publié, Les armoires vides, paru il y a 50 ans, et qui évoque cette entrée à la fac de lettres. C'était presque irréel. Il s'en faut de très peu que je reprenne ces mots aujourd'hui. C'est presque irréel. Comment en effet réaliser que la fille de 20 ans, qui va entrer pour la première fois dans l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres, est la même que la femme de 84 ans devant vous? Cette identité ne peut être que dans la mémoire. Celle-ci me restitue, n'a jamais au fond cessé de me restituer, ces 4 années où, après une appelée année propédeutique, je préparerai une licence de lettres modernes suivie de la rédaction d'un diplôme d'études supérieures que je consacrerai à la femme et à l'amour dans le surréalisme, tout en suivant des cours de sociologie. Partie l'année même où la faculté des lettres s'est installée à Mont-Saint-Aignan et que l'université de Rouen a été instituée officiellement, je ne serai dans les facultés de lettres de Bordeaux et de Grenoble qu'une présence très fugitive. Les événements de 1968 et la décennie 70 m'ont fait porter sur les enseignants de cette époque un regard sans indulgence, du moins sur ceux considérés comme des mandarins, car ceux désignés alors par le terme d'assistants étaient non seulement abordables et à l'écoute des étudiants, mais aussi ouverts à des théories et des travaux récents. Je sais que je parle ici de choses qui, sans doute, ne vous parlent pas vraiment,
parce qu'il s'agit au fond de l'histoire de l'université et des avancées des théories. Mais je tenais à le dire. De l'océan d'oubli que sont les années passées, je voudrais citer des noms qui ont marqué ma conscience littéraire, tels Roland Virol, grâce à qui je me suis imprégnée du XVIIIe siècle libertin par la grâce d'un exposé que j'avais choisi de présenter, Sensualité et sensiblerie dans le théâtre de Beaumarchais. Monsieur Lamois, angliciste, par qui j'ai découvert Virginia Woolf. Et là, il s'agissait d'une version anglaise. Les études littéraires ne me semblaient pas, à proprement parler, un apprentissage de l'écriture, mais ce qui ouvrait un champ immense sur toutes les façons de dire et de comprendre le monde. Et je pensais que je ferais partie de ce champ. C'est dans ma chambre à la cité universitaire des filles, nous sommes avant 68, que j'ai écrit dans mon journal, comme vous l'avez rappelé, j'écrirai pour venger ma race, et que j'ai rédigé un texte qui ne sera pas accepté par 2 ou 3 éditeurs à qui je l'enverrai. Le rapport de reconnaissance qui est le mien par rapport à l'université de ma jeunesse s'accompagne aujourd'hui et depuis de longues années déjà de la fierté que mes livres y soient étudiés, qu'ils suscitent des mémoires et des thèses. Je n'ai jamais sacralisé mon travail, jamais craint, selon le mot de Stéphane Mallarmé, le démontage impie de la fiction. Bien au contraire, j'ai été et demeure attentive aux lectures possibles de mes textes, dont par ailleurs font partie les mises en scène théâtrales et les films qui en sont tirés. Je ne suis on ne peut plus consciente que la critique universitaire, indépendante, des enjeux marchands, situe mes textes dans un temps long, que la multiplicité des approches agrandit et approfondit un travail d'écriture et dont je ne peux connaître et mesurer moi-même les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi j'ai suivi et lu les travaux, participé dans les 2 dernières décennies à des colloques portant sur tel ou tel aspect de mes livres. Et bien sûr, vous avez rappelé, comme je le souhaitais le faire, le souvenir de ce colloque ici, dirigé par Robert Kahn, disparu. Et c'était il y a 11 ans, et mon premier colloque à l'université de Rouen. Je veux exprimer ici mon attachement profond et indéfectible à cette institution de presque 900 ans qu'est l'université française, dans un moment où elle est l'objet d'accusations par un anti-intellectualisme qui ne dit pas son nom. L'université est et reste le lieu des savoirs critiques, de la liberté, de la diversité, et par conséquent, d'une possibilité toujours de contestation. Et c'est sur une note peut-être un peu plus légère que je vais terminer cette boutade de Stéphane Mallarmé qui a écrit et qui correspond bien à ce qui nous rassemble ce soir, que ce qui vient de l'enseignement, à bon droit, y retourne. Voilà. Merci. Merci.